Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 28 août 2024. Dans les actualités de ce jour, 2 ambassadeurs, celui de l'Allemagne et celui des Émirats Arabes Unis, sont venus remettre leur lettre de créance au président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, au palais d'État d'Yavlou. Le docteur Salim Ibrahim bin Ahmed Mohamed Al-Nakbi a été nommé premier ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Madagascar. Le gouvernement des Émirats Arabes Unis a également nommé leur chargé d'affaires dans le pays en la personne du docteur Khalif Al-Rissi. Par ailleurs, Olivier Norwich a été désigné comme ambassadeur d'Allemagne à Madagascar. Les détails dans ce reportage sur les images de Andora Zanjaipe. La coopération entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis continue d'être positive. Cette remise des lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Madagascar constitue un tournant majeur dans le renforcement de cette coopération. L'ouverture des vols Emirates le 3 septembre marque la volonté des deux parties de travailler ensemble et est le signe d'une amélioration croissante de la relation entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis. Lors de la rencontre entre les deux parties, le président de la République Andry Rajoelina et l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis ont discuté des projets de développement que Madagascar, au sein desquels notre pays collabora avec les Émirats Arabes Unis. Les deux parties ont également discuté d'autres secteurs tels que celui de l'énergie à travers le projet de construction du barrage hydroélectrique Saoufk, à travers la coopération avec la société émirati Masdar. Il y a aussi la protection des frontières, la construction de routes, la production de sucre, la mise en place d'une raffinerie aurifère, la promotion du tourisme à travers la construction d'hôtels et de resorts d'une superficie allant jusqu'à 10 km², la mise en place de la zone économique spéciale à Madagascar et le secteur agricole en coopération avec des entreprises d'élite émirati telles que Elite Agro. Lors d'une réunion privée entre le président Andry Rajoelina et le directeur général de l'Abu Dhabi Investment Authority, le cheikh Ahmed bin Zayed Al Nahyan, les deux parties ont discuté du fait qu'un budget pouvant atteindre 10 milliards de dollars est prêt à être investi à Madagascar. Par ailleurs, Madagascar dispose de nombreux domaines d'activité qui peuvent être exploités, a déclaré le nouvel ambassadeur d'Allemagne venu présenter ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur à Madagascar. Parmi ces secteurs figurent l'agriculture et le tourisme, ainsi que les énergies renouvelables, selon l'ambassadeur. L'Allemagne a également exprimé sa volonté de soutenir les entreprises malgaches qui souhaitent faire des affaires en Allemagne. La coopération entre le domaine de l'éducation et du monde universitaire sera également renforcée, a indiqué le nouvel ambassadeur d'Allemagne qui s'est déclaré disposé à poursuivre la coopération avec le gouvernement malgache et à soutenir la mise en œuvre de la politique générale de l'État. L'Allemagne dispose d'un portefeuille de 480 millions d'euros pour la mise en œuvre du programme de travail à Madagascar. Dans ce contexte, je veux établir une coopération gagnant-gagnant. Cela veut dire surtout sur le plan économique, ma priorité est d'approfondir les échanges commerciaux et économiques. Je vois un grand potentiel dans plusieurs domaines, surtout les matières premières, l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables. L'ambassade d'Allemagne et moi personnellement, nous sommes prêts à soutenir et conseiller aussi l'entreprise malagasy qui s'intéresse à des exportations vers l'Allemagne. Nous avons aussi parlé d'une coopération plus étroite dans le domaine de l'éducation et des échanges académiques. Je tiens aussi à rappeler que la coopération au développement de l'Allemagne a un vaste portefeuille à Madagascar qui s'élève en sa totalité à plus que 480 millions d'euros. Cette coopération porte sur les domaines de l'environnement et biodiversité, surtout le soutien des parcs nationaux, l'agriculture, la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables et la décentralisation. Les ambassadeurs des deux pays, celui de l'Allemagne et celui des Émirats Arabes Unis, sont venus remettre leurs lettres de créance au président Andry Rajoelina au palais d'État d'Yavlou aujourd'hui dans la matinée.
Dans les actualités de ce jour également, la passation de fonctions entre l'ancien président de la délégation spéciale d'Antananarive, Ramanabitana-Richard, qui a été remplacé par la secrétaire générale Clara Michel Andjianambound, et la nouvelle PDS Ramanantsu Arlal a eu lieu cet après-midi à la mairie d'Antananarive. La nouvelle PDS a exprimé son ouverture à tous ceux qui ont la volonté de développer et d'améliorer la qualité de vie de la population tananarivienne. Arlal Ramanantsu donne la priorité à la bonne gouvernance, travaillera en collaboration avec les responsables en place et mettra en œuvre une supervision stricte de tous les travaux qui seront réalisés au sein de la commune urbaine d'Antananarive. Durant son mandat à la tête de la ville d'Antananarive, la nouvelle PDS compte réaliser les tâches qu'elle avait prévues lors de sa candidature à la mairie en 2015. Toujours dans cette page politique, une délégation du Sénat de Madagascar conduite par le président du Sénat, le général Ravalomanana-Richard, a participé au séminaire interrégional sur la réalisation des objectifs du développement durable ou ODD pour les pays en développement qui s'est tenu les 20 au 26 août 2024 à Pékin en Chine. Le séminaire est conjointement organisé par l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine et l'Union interparlementaire. Le 40e anniversaire de l'affiliation de l'Assemblée populaire nationale de la Chine à l'Union interparlementaire était célébré durant ce séminaire qui a vu la participation de 141 parlementaires venant de 32 pays. Reportage de Miervolet Sferen et Bras Denils. Cette rencontre parlementaire de grande envergure dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire en est à sa 6e édition et a été axée sur le renforcement du partenariat et de la coopération gagnant-gagnant de la Chine avec les pays en développement dans un monde fondé sur le respect mutuel entre les nations, sur le développement et le partage valorisant le rôle des parlements, sur le renforcement des progrès des civilisations respectant les diversités et sur l'intensification de la coopération bilatérale et multilatérale, particulièrement dans le sud de la planète, à savoir le sud global. La Chine s'identifie comme le plus grand pays en développement du monde et se range parmi les pays du sud global qui, selon la vision chinoise, permet un nouvel équilibre mondial, multipolaire, juste et équitable autour des organisations régionales et internationales comme l'ONU. Le séminaire était une occasion pour la Chine de partager sa vision sur le développement suivant la modernisation à la manière chinoise et de permettre aux délégations présentes d'échanger leur expérience en matière de développement, mais aussi autour de plusieurs thèmes clés, à savoir la paix, la sécurité, la diversité des civilisations et les échanges culturels, le renforcement de la démocratie s'adaptant aux réalités nationales des pays. Le président du Sénat, à cette occasion, a pu partager aux participants les atouts de développement et les opportunités de coopération de Madagascar dans divers domaines, tels que le secteur minier, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, le tourisme, l'industrialisation, l'urbanisation, la santé, l'éducation. Par ailleurs, le président du Sénat, avec les autres chefs de délégation des pays participants, a rencontré et échangé durant ce séminaire avec plusieurs autorités du Parti communiste chinois, à savoir le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la Chine et le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine et le secrétaire général du comité permanent de l'Assemblée populaire de Chine. Dans les actualités économiques, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a un projet de développement de l'agro-industriel Lupetasu pour la région Intimanjifne qui sera mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le projet est actuellement en cours de construction du parc industriel dédié à l'agriculture et le centre dédié à l'activité agricole dans cette région. La signature de l'accord de coopération entre les deux ministères pour la concrétisation du projet a donc été effectuée hier. Reportage sur les images de Nzara Ranjiansu. La facilitation de l'importation de produits agricoles transformés, l'amélioration de la sécurité alimentaire à Madagascar, ainsi que l'amélioration des compétences des agriculteurs, le projet Petasu porte sur le développement de la transformation industrielle des produits issus de l'agriculture pour la région Intimanjifne. Il s'agit d'un projet que le ministère de l'Industrialisation et du Commerce mettra en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le MIC a pour rôle la transformation des produits locaux afin de développer l'économie de la région en accord
accordant une importance aux produits de base. Le MINAE, quant à lui, apportera un appui technique et facilitera la fourniture d'accompagnement aux agriculteurs et renforcera également leurs compétences. Le projet entre déjà dans la phase de construction du parc industriel dédié à l'agriculture et du guichet unique agricole dans la région Anti-Monjifan. Il existe une coopération entre le système gouvernemental dans la mise en œuvre de ces mesures et la signature d'un accord de coopération entre les deux ministères pour la concrétisation du projet a été effectuée hier. La présence de ce projet Pétassou dans la région Anti-Monjifan contribuera à attirer les investisseurs, mais aidera également les agriculteurs à promouvoir leurs moyens de subsistance au niveau local. Et 13 communes de la région d'Anos bénéficieront de l'approvisionnement en électricité à travers le projet LEAD bientôt. L'État malagasy accroît sa politique de vulgarisation et de promotion de l'électricité afin qu'une grande partie de la population, notamment celle dans les milieux ruraux, puisse jouir de l'électricité avec un faible coût d'installation. Reportage signé Cécile et Séchen Genab. 13 communes de la région d'Anos bénéficieront de l'électricité dans le cadre de la mise en œuvre du projet LEAD. Une route de 31 km sera utilisée pour acheminer l'électricité. La commune de Manambar est l'une de celles qui en bénéficieront. Et grâce à ces travaux, l'apport en électricité dans cette région devrait connaître une forte amélioration et permettre ainsi d'accroître son développement économique et social. Ce projet consiste notamment en l'extension des réseaux de distribution existants à la Jirama afin d'alimenter les zones non encore électrifiées, mais également le renforcement des équipements et l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique distribuée dans les zones déjà desservies d'après le défi fixé par le président de la République. L'entreprise qui a reçu l'appel d'offres se charge actuellement de la mise en place de poteaux, du renforcement des câbles de basse et moyenne tension, ainsi que des transformateurs. À noter que ce projet est financé par la Banque mondiale. Et toujours dans cette actualité sociale, l'année scolaire 2024-2025 sera subdivisée en 5 bimestres avec 4 vacances entre les 5 périodes d'après le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. L'année scolaire débutera le 9 septembre et se terminera le 20 juin 2025. Felna Kotarsoul nous en dit plus. L'année scolaire 2024-2025 est subdivisée en 5 bimestres avec 4 vacances scolaires pour entrecouper les 5 périodes. La rentrée scolaire est ainsi annoncée au 9 septembre. Le premier bimestre se termine le 25 octobre. La première pause de l'année est constituée des vacances du Toussaint d'une semaine du 26 octobre au 3 novembre. Le deuxième bimestre est prévu du 4 novembre au 20 décembre. Il sera suivi de 2 semaines de vacances, celles de Noël, qui commenceront le 21 décembre et prendront fin le 5 janvier 2025. Le troisième bimestre démarrera le 6 janvier et se terminera le 21 février avec les 3 journées des écoles. Du 22 février au 2 mars, une deuxième pause d'une semaine est prévue. Le quatrième bimestre commencera le 3 mars pour se terminer le 11 avril. Il sera suivi d'une pause de 2 semaines du 12 au 27, contrairement à l'année scolaire 2023-2024. La pause après le quatrième bimestre coïncidera avec les festivités pascales, le dimanche de Pâques ayant lieu le 20 avril en 2025. Le cinquième bimestre démarrera le 28 avril et devrait se terminer le 20 juin. Les grandes vacances devraient ainsi commencer le 21 juin, même si les élèves des classes de 3e doivent encore passer leur examen officiel BEPC du 30 juin au 3 juillet. Pour les épreuves du CEPE, elles sont prévues le 17 juin. Les épreuves du baccalauréat sont également prévues après le début des grandes vacances, mais il faudra néanmoins encore attendre le calendrier fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Passons à présent aux actualités internationales. Qui remplacera Moussa Faki et prendra la tête de l'Union africaine, un pays d'Afrique de l'Est? C'est une certitude. Parmi les 4 candidats, le Kenyan Raila Odinga, figure historique de l'opposition dans son pays, il a entamé sa campagne ce 27 août avec le précieux soutien de son ancien rival, le président William Ruto. France 24. C'est devant les chefs d'État sud-soudanais, tanzaniens, ougandais, kenyans et d'autres figures politiques de la région que Raila Odinga a officiellement lancé sa campagne à la présidence pour la Commission de l'Union africaine. Devant ce parterre, il a assuré vouloir réformer l'organisation qui fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années.
J'ai l'intention de travailler avec vous, Excellence, et de faire en sorte que l'Union africaine serve les intérêts de la vaste majorité des Africains qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Je rêve d'une Afrique où les frontières et les langues coloniales ne nous divisent plus. Nous ne voulons pas que les Africains soient divisés en anglophones, francophones, lusophones. Je veux qu'ils soient africaphones. Alors ici, sa candidature suscite réellement l'enthousiasme, mais certains commentateurs estiment qu'en réalité, il s'agit ici d'une stratégie du président kényan William Ruto pour éloigner la figure historique de l'opposition de la vie politique nationale, ainsi que d'affaiblir un peu la démocratie. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Mucharia Munene. La démocratie au Kenya est toujours fragile et menacée. Mais je pense qu'il y a suffisamment de stabilité dans le pays pour continuer avec ou sans telle personnalité politique. Et Raila Odinga n'est qu'une personnalité politique. Reste la question de la gouvernance pour les autres politiciens. Oui, ils veulent se présenter désormais comme l'opposition avec ou sans Raila Odinga. Et en fait, ils disent déjà qu'ils n'ont pas besoin de lui, que l'opposition continuera d'exister. Cette candidature est aussi vue ici comme une page qui se tourne pour l'histoire politique au Kenya. En cas de victoire, Raila Odinga pourrait partir la tête haute alors qu'il est de plus en plus critiqué dans son pays, notamment par la nouvelle génération kenyane pour ses alliances avec le président William Ruto. Raila Odinga semble pour l'instant partir favori pour cette campagne. Il est opposé aux anciens ministres des Affaires étrangères djiboutiens, mauriciens et malgaches. Et le gouverneur de l'État de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, a annoncé lundi 26 août dernier qu'il ne subsistait plus aucun foyer d'incendie dans cette région où des milliers d'hectares de végétation ont été ravagés la semaine dernière. Quelques 2700 départs de feu avaient été recensés depuis jeudi dans cet État de 44 millions d'habitants, le plus peuplé de Brésil. France 24. Un voile de fumée recouvre le ciel de Brasilia. La capitale brésilienne étouffe et ressent de plein fouet l'effet des incendies dévastateurs qui ravagent le pays. C'est très mauvais. Le climat est très sec et personne ne sait ce qu'il se passe. J'aimerais connaître la cause de cette chaleur. Si c'est à cause de la déforestation. Un nuage de fumée comme celui-là, c'est trop. Dans l'état de Sao Paulo, la totalité des foyers d'incendie ont été maîtrisés grâce notamment à la pluie tombée dans la région ces dernières heures. Le gouverneur indique qu'environ 20 000 hectares ont été brûlés, des dégâts estimés à environ 160 millions d'euros, les flammes ayant endommagé des cultures et tué du bétail. Les pompiers restent mobilisés, redoutant un retour du temps sec dans la semaine. Historiquement, lors du mois d'août, nous avons 600 ou 700 feux. Cette année, il y en a eu 4700 dans la région. C'est le résultat de l'importante sécheresse. Nous devons profiter du front froid qui a amélioré la situation, mais il est très bref, il va perdre en intensité dans la semaine et la chaleur va revenir. Selon les autorités, plus de 90% des incendies sont d'origine criminelle. 3 personnes soupçonnées d'avoir déclenché des feux volontairement ont d'ailleurs été arrêtés en flagrant délit. Et l'armée ukrainienne dit contrôler 100 localités et 1294 km² dans la région frontalière russe de Koursk où elle a capturé 594 soldats ennemis depuis le début de son offensive il y a 3 semaines. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a jugé extrêmement grave que des combats se déroulent à proximité de la centrale nucléaire de Koursk lors de sa visite dans cette infrastructure située dans l'Oblast russe du même nom. France 24. En visite sur le site de la centrale nucléaire de Koursk, le directeur général de l'AIEA dresse un constat alarmant. Une centrale nucléaire de ce type, si proche d'un point de contact ou d'un front militaire, est un fait extrêmement grave que nous prenons très au sérieux. Et c'est pourquoi je suis personnellement ici, parce que je veux attirer l'attention de la communauté internationale sur ce sujet. À moins de 50 km en effet, les combats se poursuivent. Depuis le début de l'incursion sur le sol russe des soldats de Kiev le 6 août, le Kremlin
alerte sur le risque de catastrophe nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine a même affirmé la semaine dernière que l'Ukraine avait tenté de frapper le site, un incident au lendemain duquel Raphaël Grossi avait confirmé sa visite de la centrale pour, selon ses mots, évaluer la situation de manière indépendante. Dans le même temps, sur le front, les troupes ukrainiennes poursuivent leur avancée et revendiquent près de 1300 km² pris aux Russes. Nous contrôlons un territoire de 1294 km² sans localité. En outre, grâce aux actions réussies de nos troupes, nous avons considérablement réalimenté le fonds d'échange. 594 militaires des forces armées de la Fédération de Russie ont été capturés. Raphaël Grossi se rendra à Kiev la semaine prochaine. Il s'entretiendra avec le président Volodymyr Zelensky. Ce dernier soulignait mardi la dimension stratégique de son opération à Koursk, la présentant comme l'un des points du plan de victoire de l'Ukraine. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.